Vendredi 7 février 2025, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Tout de suite, le sommaire. L'ex-président de la Cour constitutionnelle, le professeur Théodore Olo, s'est prononcé sur l'entrée ou non du Bénin dans une nouvelle république à l'issue de la révision de la Constitution intervenue en 2019. Selon l'article 2 de la loi de révision déclarée conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle elle-même, précise que la loi de révision de la Constitution ne constitue pas une nouvelle Constitution. On en parle dans cette édition. Les fidèles musulmans désireux d'accomplir le pèlerinage sont invités à se rapprocher des sociétés agréées par le gouvernement en vue d'accomplir les formalités requises. Au total, 2300 pèlerins sont autorisés à effectuer le Hajj pour le compte de l'année 2025. Plus de précisions dans ce journal. En sport, la Ligue professionnelle de football du Bénin aborde sa phase retour le 15 février prochain. Une phase qui marque une étape importante pour connaître les équipes de chaque ligue. Quels en sont les enjeux et les favoris dans la poule B? Élément de réponse dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. L'ex-président de la Cour constitutionnelle, le professeur Théodore Olo, s'est prononcé sur l'entrée ou non du Bénin dans une nouvelle république à l'issue de la révision de la Constitution intervenue en 2019. Pour lui, il ne devrait pas avoir de débat sur l'entrée ou non du Bénin dans une nouvelle république. Pour la révision de la Constitution du Bénin en 2019, l'article 2 de la loi de révision qui a été déclarée conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle elle-même précise que la loi de révision de la Constitution ne constitue pas une nouvelle Constitution. La Cour a déjà réglé ce problème, a-t-il poursuivi. En guise d'illustration, il a souligné le cas du Togo qui est passé d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Dans ce cas, informe Théodore Olo, c'est une nouvelle république parce qu'il y a une nouvelle constitution. Il souligne que la révision d'une constitution n'entraîne pas le pays dans une nouvelle république. L'ex-président de la haute juridiction souligne clairement que la naissance d'une nouvelle république suppose l'adoption d'une nouvelle constitution. Théodore Olo réaffirme qu'en déclarant conforme à la Constitution la révision de 2019, la Cour a dit que cette révision ne donne pas naissance à une nouvelle république. On parle toujours politique lors d'une rencontre entre anciens membres du Parti du Renouveau démocratique PRD le week-end écoulé. Maître Adrien Hongbeji a abordé des sujets brûlants, notamment la situation politique actuelle au Bénin.
Dans une déclaration relayée sur les réseaux sociaux, l'ancien président de l'Assemblée nationale s'est exprimé sur le procès de l'homme d'affaires Olivier Bokor, sans toutefois citer de nom, mais aussi de plaider pour la situation des exilés politiques et prisonniers politiques. Agapit Napoléon Maforican évoque les implications de ces différentes déclarations pour le parti UPA, entendez Union progressiste, le renouveau. Suivez ici un extrait de son argumentaire au micro de Francis Olafarami et de Nansirine Fatoumi. C'est vrai que ce n'est pas trop la tâche de Mme Mbodi d'assumer systématiquement la politique de Mme Mbodi, c'est beaucoup plus c'est de l'inconstance sur cette 35 dernière, cette 35 années qu'il a passé sur le circuit. C'est vrai, c'est un homme, à mon humble avis, arrondi, qui sait s'arrêter quand il le faut. Mais globalement, quand vous me demandez quelle est la personnalité, comment on peut qualifier l'homme politique à Mbodi, c'est inconstance. C'est-à-dire, c'est un peu, on danse un peu le yo, quoi, c'est sur les 35 ans. Donc, l'un dans l'autre, s'il estime que c'est intérêt ne peut plus avec Patrice Talon, bon, il va tenter avec Boniaï, puis on les voit déjà ensemble, donc, mais c'est quelqu'un de son temps. Je n'ai pas envie d'être vilain gars, parce que j'ai été, moi, nous prenons de l'âge, et les choses nous lâchent. Mais vous voyez, on s'accroche à un passéisme parfois révolu, et c'est un peu ça. J'ai l'impression que tout est calme, et vous m'avez envie de mettre un peu de la chaleur, et d'appeler les anciennes méthodes qui ne prospèrent plus, normalement. Donc, il s'ennuie, il a envie qu'on réanime le jeu et les débats, qu'on ramène le PRD au cœur du débat. Or, aujourd'hui, le PRD n'est plus au cœur du débat. Les membres du PRD sont là. Donc, c'est une stratégie. S'il y a une stratégie, comment pour perturber la mise en œuvre du code électoral, s'il y a une stratégie, je dire qu'elle est en route, et que le passage de Boniaï au domicile de Mme Mbodi a créé cette sensation à l'homme qui a pu se libérer. J'espère que le contact avec la haute direction de l'UPR a pu le calmer un peu et le ramener au niveau qu'il mérite d'être. On poursuit cette édition. Depuis 2016, le gouvernement a entrepris des réformes pour redynamiser le secteur de l'administration publique. Lors de l'émission Réédition de comptes, programme d'action du gouvernement 2021-2026, un entretien télévisé co-animé par les confrères Wahab Alikbara de Canal 3 Bénin et de Christian Yanjo de la télévision nationale. La ministre du Travail et de la fonction publique, Adidiatou Matisse, s'est prononcée sur l'état des lieux et l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et les différentes réformes engagées dans l'administration publique. Depuis 8 années de gestion, suivons ensemble. L'administration béninoise se porte mieux que par le passé. En effet, elle s'est engagée dans un processus de sa transformation, de sa modernisation pour devenir une véritable administration de développement. Comme vous le savez, dans tous les secteurs de l'administration, des réformes ont été mises en œuvre depuis 2016, qu'il s'agisse de la justice, de l'agriculture, des finances, du travail de la fonction publique, la culture, le tourisme, la sécurité et la défense, les infrastructures routières, le cadre de vie. En tout cas, aucun secteur n'est laissé de côté. Si bien qu'aujourd'hui, on peut conclure que l'administration est sur la voie de sa modernisation. En ce qui concerne mon secteur, ce qu'on peut retenir, c'est la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel favorable à une administration intelligente et efficace, le réaménagement des horaires de travail pour permettre aux agents de l'État de sortir plus tôt, de s'épanouir un peu, de voir les enfants en éveil avant de se coucher. Nous avons également modernisé la gestion des ressources humaines de l'État, amélioré les conditions de travail des agents et surtout, nous avons développé les e-services
pour rapprocher l'administration des administrés. Voilà ce que je peux dire en gros par rapport à l'état des lieux aujourd'hui de l'administration publique, comme je l'ai dit, qui se développe pour devenir une administration qui donne satisfaction aux populations en général et à ses usagers en particulier. Parlant de la dématérialisation, elle fait partie des piliers du PAG 1 et 2, dont l'objectif est de moderniser, disons, l'administration, bien sûr, comme je l'ai dit, et en mettant en place des services accessibles à tous en tout lieu. Et donc, voilà la dématérialisation, ce que je peux dire, qui rend des services plus efficaces à bonne heure aux usagers. Pour ce qui concerne les guichets communaux de services publics et les guichets SRU installés au niveau des directions départementales, nous avons pensé les mettre en place surtout pour permettre aux agents de l'État de rester à leur poste de travail et d'améliorer leur productivité. Vous savez, avant 2016, les agents de l'État abandonnaient beaucoup leur poste de travail pour être à la recherche de leurs actes à Cotonou, Porto-Novo, lorsqu'ils sont de l'enseignement primaire ou maternel, donc à la recherche de leurs actes administratifs. Ils viennent aussi au niveau du ministère du Travail. Quand moi j'avais pris fonction au ministère du Travail, c'était vraiment comme un petit marché. Les agents allaient et venaient. Et dès lors que l'acte est pris, les agents se dirigent vers le ministère des Finances, où là-bas aussi il y avait du beau monde. Donc, nous avons dématérialisé, comme je l'ai dit, la gestion des ressources humaines de l'État, ce qui fait que nous avons mis en place dans ce cadre-là un système qui permet de prendre l'acte dans le dit système et de le transmettre directement au ministère de l'Économie et des Finances, sans que l'agent ait à courir derrière un agent du ministère du Travail pour la prise de l'acte. Et dès lors que l'acte est transmis par le système au ministère de l'Économie et des Finances, il intervient automatiquement le changement de son salaire, donc l'augmentation de son salaire. Ceci a fait que les agents restaient un peu plus à leur poste de travail, mais ce n'est pas suffisant. Ils veulent aussi avoir l'acte, détenir l'acte par devers eux. Alors, nous avons donc pensé mettre en place ces guichets communaux de services publics installés au niveau de 20 communes pour le moment et les guichets SRU au niveau des directions départementales du travail et de la fonction publique. C'est pour ceux qui n'ont pas le moyen de télécharger leur acte à partir de leurs propres appareils. Sinon, depuis leur lit, depuis leur bureau, les agents de l'État qui s'y connaissent, ils peuvent tirer facilement leurs actes. Dès lors que l'acte a paru, ils consultent le portail des démarches administratives du ministère du Travail et de la fonction publique. Dès qu'ils constatent que l'acte est pris, ils peuvent le télécharger eux-mêmes. Donc, c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens de les télécharger eux-mêmes, leurs actes que nous avons mis en place. Ces guichets, voilà. Et qui fait qu'ils sont quand même plus proches de leur service. Ils peuvent obtenir rapidement leurs actes, les télécharger et retourner au service sans avoir parcouru de longues distances à venir à Cotonou. D'accord. Restons toujours avec la ministre Adidjatou Matisse qui évoque cette fois-ci les actions menées par le gouvernement du président Patrice Talon dans le cadre de l'organisation des concours au Bénin. On regarde. Avant 2016, comme vous le savez, l'organisation des concours de recrutement de la fonction publique était une catastrophe. Tout le monde se souvient de cette époque vraiment regrettable, où ce sont ceux qui ont des parrains politiques ou ceux qui usent par voie de corruption peuvent réussir à un concours de recrutement à la fonction publique. Et l'une des premières mesures prises par le gouvernement dès 2016 est de mettre fin au concours frauduleux. Comme vous l'avez dit, nous en avons même annulé parce qu'il y a eu tellement de contestations, de réclamations, et nous avons mis en place une commission d'enquête qui a fini par conclure qu'il faut annuler ces concours-là, vraiment, pour sauver la face de notre nation. Donc, depuis 2016, également, il faut dire avant 2016, la proclamation des résultats des concours, disons, se faisait sur un délai moyen de 6 mois, parce que les feuilles de délibération passaient de service en service de bureau en bureau, étaient corrigées, ajoutées, retirées, etc. des noms. Et depuis, disons que c'est l'égal accès
à la fonction publique de tous les citoyens du Bénin. Ils n'ont pas besoin d'un parrain politique, ils n'ont pas besoin de dépenser de l'argent pour réussir. Le seul critère pour réussir, c'est de travailler, de faire partie des meilleurs. Même si vous êtes dans une zone reculée, très reculée, personne ne vous connaît. On n'a pas besoin de parrainage. Pas besoin de parrainage du tout. Pas besoin de parrainage. Égalité des chances. Égalité des chances. Donc, c'est bien cela depuis 2016. Et le ministre du Travail et de la fonction publique que je suis ne s'ingère pas dans la correction des copies, ni même les travaux, ni dans les travaux de délibération. Et j'ai ici quelques feuilles de délibération. Après la délibération, tous les membres donc, du jury signent les fiches de délibération. Cela les engage. Et c'est après la délibération qu'on me fait appel que tout est prêt et je vais sur les lieux pour proclamer les résultats. En résumé, il est difficile pour ce bon nombre, n'est-ce pas, qui apposent leur signature sur ces feuilles, n'est-ce pas, de s'entendre pour tricher. On vient de chercher à faire plaisir au ministre du Travail et de la fonction publique, à un autre haut fonctionnaire, pour glisser un nom sur comment on appelle, sur le relevé de délibération. Non, ça relève d'un passé. Je voudrais dire qu'un pays qui se respecte ne doit pas organiser des concours frauduleux. Et notre pays non seulement se respecte, mais est de plus en plus respecté aujourd'hui de par le monde. Donc, désormais, les concours frauduleux dans notre pays relèvent du passé. Je voudrais compléter que le délai moyen de proclamation des résultats de 6 mois, nous sommes passés depuis à 15 jours. 15 jours après la composition, les résultats sont proclamés. Et nous travaillons à réduire ce délai à 10 jours d'ici mai 2025. D'accord. Voilà. Ce nombre de jours suffit? Oui, ça suffit. On ne brûle pas des étapes? Non. On est bien organisé. Il y a un système performant, un système informatique performant qui est mis en place et qui fait le travail. Et voilà. Et dans ce système-là, lorsque quelqu'un va toucher quelque chose, l'écriture sort en jaune. Donc, on sait qu'il y a quelque chose. Donc, personne même n'ose aller le faire. Et puis, mes agents sont mis en garde de ne pas chercher à tricher. Depuis 2016, le gouvernement a organisé donc de nombreux concours et recruté à ce jour 56 199 agents, parmi lesquels 22 138 fonctionnaires et contractuels de l'État, tous secteurs confondus, et 34 061 aspirants au métier du primaire et du secondaire, que nous appelons généralement les AME, dont le reversement en agents contractuels de l'État est déjà décidé. Et les modalités pour y parvenir sont en cours de définition. Mieux, il y a encore dans le pipeline un recrutement de 2 742 autres agents avant la fin de l'année, dont 1 500 agents pour la police, 796 pour la santé, 300 pour la douane et le trésor public et 100 greffiers pour le ministère de la Justice. Et je peux dire et rassurer les parents d'élèves, les parents des agents désireux de concourir, qu'il suffit que leurs enfants travaillent et fassent partie des premiers, ils vont réussir. Personne n'est favorisé dans ce processus-là. D'accord. Tout le monde est traité à la même enseigne. D'accord. Sur le même pied d'égalité. Travaillez et vous avez vos entrées à la fonction publique. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, les fidèles musulmans désireux d'accomplir le pèlerinage sont invités à se rapprocher des sociétés agréées par le gouvernement en vue d'accomplir les formalités requises. Le délai pour les inscriptions et le paiement intégral des frais de participation sur la plateforme est fixé au 7 avril 2025. Le quota des pèlerins est maintenu à 2300 personnes et les frais de participation s'élèvent à 3 900 000 francs CFA. Pour permettre au plus grand nombre des musulmans d'accomplir le 5e pilier de l'islam, le gouvernement a décidé d'accorder à chaque pèlerin 300 000 francs CFA. En conséquence, le coût de participation par pèlerin au Hajj 2025 est fixé à 3 600 000 francs CFA, d'où le montant total de la subvention est de 700 millions francs CFA.
Dans un autre registre, c'est peu dire que d'affirmer que ces derniers mois, la grande faucheuse s'est montrée moins conciliante dans le monde culturel béninois. De nombreux artistes ont tourné le dos à la scène, souvent dans la fleur de l'âge, et cela ne manque pas d'inquiéter leurs auditoires. Au micro de Quentin Amoussou et de Nansirine Fatoumbi, quelques citoyens béninois préoccupés par la situation expriment leur déception. Suivez plutôt. En intervalle d'un mois, nous avons assisté à la disparition de célèbres, talentueux artistes béninois. Je suis triste d'entendre ce genre de choses parce que cette année, à l'approche de cette année, on a appris le décès de Praouda, on a appris de Semenvo, je crois, maintenant Willy Mignon. Qu'est-ce qui se passe? Celui qui m'a fait le plus mal, c'est pour Praouda. Parce que c'est un artiste qui a vraiment conquéri le monde. Vraiment, c'est la culture béninoise qui est en souffrance. Et je déplore. Moi, je me demande vraiment la raison pour laquelle on entend le décès des artistes comme ça. Pour l'autre, c'est en décembre. La suite, c'est Semenvo en janvier et le février maintenant, c'est Willy Mignon. Bon, je me pose les 1000 questions. Nous sommes tous des gens qui dormons dans diverses chambres. Nous ne pouvons pas savoir de manière spécifique ce qui arrive à tout un chacun d'eux. Mais quand même, cela interroge, cela demande à se questionner. Et surtout, c'est les artistes jeunes. Nous n'avons pas cessé de pleurer Riskoul. Je vais parler de Zoulé Sangaré. Il en était de même pour Praouda, Semenvo, pour ceux-là, que ce soit un artiste comme en journalisme, vraiment, nous on a peur. On a peur, on se demande si c'est un vent, que ce vent-là soit déjoué et que Dieu, les membres des ancêtres conjuguent ce sort-là pour qu'ils vivent de leur talent et ils vivent de leur métier. J'invite tous les Béninois à prier pour les artistes et aussi à les exhorter de se méfier. Mourir à cet âge-là, c'est un peu choquant. Sortir un opus, ce n'est pas facile. Est-ce que c'est le stress ou bien est-ce que c'est la pression du showbiz? Parce que c'est un monde dangereux pour ceux qui connaissent, les couloirs du showbiz. Signer un contrat, est-ce que le manager, les gens à qui on va prester, vraiment je sais que ce monde-là n'est pas facile. J'ai appris aussi qu'il y a le fonds d'aide à la culture et comment ça évolue, comment est-ce qu'on gère leur situation de début de maladie, est-ce qu'il y a un fonds vraiment qui s'occupe d'eux, comment comprendre que ces célébrités-là qui ont gagné le commun des Béninois, à un moment donné on soit obligé de lancer des alertes, des télétons pour prendre soin d'eux. Et un artiste, c'est un monument qui est vraiment... Je suis peiné d'entendre ça. Et puis on parle société à présent, il est un maillon essentiel de l'industrie et de la construction. Sans lui, pas de pont, pas de bâtiment solide, pas d'avion ni de navire. Dans cet élément, Romarika Dessougogbeno nous emmène à la découverte du métier de soudeur. Suivons ensemble. Dans l'ombre des grands chantiers et des usines, les soudeurs travaillent avec une précision millimétrée. Leur mission, assembler et solidifier des structures métalliques grâce à des procédés aussi divers que le soudage à l'arc. Comment devient-on soudeur et de quels outils a-t-on besoin pour exercer le métier? Ce qui est vulgaire et que tout le monde sait aujourd'hui, c'est d'aller chez un maître soudeur qui a et exerce le métier. Et vous apprenez bien en 3 ans, 4 ans, au plus 6 ans, si vous arrivez, vous n'arrivez pas vite à maîtriser. Mais nous avons baguette, nous avons posa soudi, nous avons marteau,
menons-en étau, menons-en perceuse, menons-en meule, menons-en scie. Le métier évolue et le processus de formation varie. Aujourd'hui, il y a aussi les écoles techniques, telles que les lycées. Entre-temps, c'était CPU à l'université, je ne sais pas ce que c'est devenu. Et on fait la soudure là-bas aussi. Certes, les exercent avec passion. Pour d'autres, c'est une histoire de famille. Tout métier nourrit son homme. La soudure à l'arc également. Si un soudeur dit que ça ne nourrit pas son homme, alors moi je dirais qu'il n'est pas un soudeur, il ne connaît pas son métier. À en croire le patron de la soudure, c'est un métier à considérer. Si vous êtes passionné par la technique et le travail manuel, vous pouvez envisager une carrière dans la soudure. Et puis on parle sport, je l'ai annoncé au sommaire de cette édition d'ailleurs, la Ligue professionnelle de football, la saison 2024-2025 aborde sa phase retour le 15 février prochain. Cette phase marque une étape importante car elle va permettre à sa fin de connaître les équipes de chaque ligue. Quels sont les enjeux et les équipes et les favoris, autant pour moi, dans la poule B? Élément de réponse dans cet élément que nous propose Anaël Do. Les clubs de l'élite du football béninois à la croisée des chemins. La phase décisive, la phase tant redoutée, démarre dans quelques jours. Une phase retour au bout de laquelle les 18 meilleures équipes seront en Ligue 1, 16 en Ligue 2 et les 2 derniers seront relégués en Ligue 3. Une étape cruciale pour laquelle chaque équipe affûte ses armes. Dans la poule B, malgré les débuts timides des champions en titre, Coton Football Club reste la plus redoutée dans la poule. Coutumier des remontées spectaculaires, Coton FC rééditera-t-elle l'exploit de 2024 ? L'autre prétendant au titre, le club le plus titré du championnat béninois, Dragon Football Club, confirme sa réputation. Leader actuel de la poule, les Dragons de Louémé ont développé une assiduité crainte par les autres équipes. Le club a le devoir de confirmer dès les débuts de la phase retour pour ne pas vivre la mésaventure de la saison dernière, la chute. Sobemap Football Club a fait sensation à la phase aller. Deuxième actuel, le club manutentionnaire sous les ordres de Mathias Deguénon est prêt à bouger les lignes pour assouvir sa soif du titre. La plus jeune, mais aguerrie, USS Craqué n'a pas démordé. Fidèles et engagés, les hommes de Craqué ont manqué de peu la tête du classement. Les erreurs et les pertes de points ont ramené Craqué à la 3e place à la fin de la phase aller. Tout de même, cette équipe reste à surveiller de très près pour cette phase retour. Aema, Asvo, JSP, Aspac et Adjidja Football Club sont les 5 autres équipes du top 9 à la fin de la phase aller. Un positionnement crucial pour ces équipes qui jouent pour le maintien en Ligue 1. Sauf changement ou cataclysme, les 9 à se qualifier dans cette poule sont ces dernières. Mais certainement, les rangs changeront. Une possible remontée de l'AS Cotonou est également à envisager. Les Adjakalolo, actuels 15e, vont se donner les armes pour sortir de la relégation en Ligue 2. Néanmoins, les policiers et autres sont également à la quête d'une place en Ligue 1. Même si le vin est déjà tiré pour la seule place en Ligue 3, la question principale reste: qui sera champion de la poule B? Le mystère demeure et va probablement rester jusqu'à la dernière journée du championnat national au vu des challenges. La famille Dja, fondée par des afro-descendants installés au Bénin depuis 1997, a impacté et continue d'impacter des vies. Dania Ebongue, journaliste camerounaise, est allée à Alada rendre hommage à ces derniers la semaine écoulée. Le récit, c'est avec Cédro Delarius Adjagueno. La reconnaissance, une qualité des hommes pieux. De passage à Cotonou dans le cadre d'une formation, Dania Ebongue, journaliste camerounais à la CRTV, s'est rendue à Alada pour exprimer sa gratitude à la famille Dja. Je suis très content de vous voir
perdu. C'est son fils bien-aimé. Oui, oui. On essaie toujours. Vous n'avez pas perdu la mémoire. Il y a une vingtaine d'années, Dania Ebongue a croisé le chemin de Femé et Pedja, des afro-descendants originaires de la Guadeloupe et installés au Bénin depuis 1997. Une rencontre qui va impacter à jamais sa vie. Dania vient s'incliner devant la mémoire de Femedja, décédé en avril 2024. Merci d'avoir fait de moi votre fils. Merci de continuer de nous inspirer. Merci de nous donner la force de poursuivre l'œuvre missionnaire et d'aider cette mère Africa à prospérer sur le plan du visible comme de l'invisible. Merci pour vos lumières. Prenez soin de nous, là où vous vous trouvez. Je vous sens sereine, pleine de joie, vivifiante, heureuse du travail accompli. Et surtout votre âme protectrice qui veille sur vous. Après le recueillement, Dania va explorer l'univers écolo de la famille Dja dans la cité des Adjaouto. Grâce aux compétences de chacun et surtout, je veux dire, de la vision que la média a su imprimer à chacun de nous, nous avions vraiment déjà pris en main vraiment de rebâtir cet espace qu'on avait appelé le CEVAS, le Centre d'éveil, d'animation et de simulation pour enfants, qui était devenu après un centre d'expérimentation, de valorisation des arts et des valeurs de l'agroécologie et par les sciences et les techniques endogènes, qui est devenu après ça un centre d'éducation sur ces valeurs de l'alpha par les sciences et les technologies écologiques pour pouvoir montrer qu'aujourd'hui, eh bien, même dans la modernité, eh bien, l'Afrique s'inscrit encore, disons, avec vraiment ces valeurs alpha, avec ces énergies du commencement, s'inscrit encore comme étant le continent pour répondre aux besoins de toute l'humanité. Parce que toutes les matières premières sont là, toutes les énergies sont là, la connaissance est là. Il faut juste se remettre, je te dis, à l'heure. À la fin de la ronde et avant de prendre congé de ses hôtes, Dania Ebongue va avoir une entrevue avec le Père Dja et ses enfants afin de recueillir des témoignages sur Femedja et leur amour pour la nature. Et puis, hors de nos frontières, le Burundi est de plus en plus impliqué dans la guerre qui se déroule dans l'est de la RDC, avec qui il a signé un accord de coopération militaire depuis septembre 2023, qui en fait son principal allié régional. Depuis la Force de défense nationale du Burundi, FDNB est montée en puissance en déployant dans le pays voisin près de 10 000 soldats burundais pour faire face notamment aux groupes armés M23 appuyés par le Rwanda, ce qui va porter à 16 le nombre de bataillons burundais déployés aujourd'hui dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon quelques sources, tous les bataillons ne sont pas composés du même nombre de soldats. 5 de ces bataillons opèrent dans les hauts et moyens plateaux du Fizi et Uvira, où ils font la guerre aux rebelles burundais, essentiellement du raid Tabara. Le gros du contingent burundais est, lui, intégré dans le dispositif de défense de Bukavu pour tenter de barrer la route au M23 soutenu par le Rwanda. La task force du Burundi, très aguerrie, est essentielle dans ce dispositif selon un regradé burundais. Elle a permis de retarder, de conquérir par moments des localités et même d'infliger de lourdes pertes à l'ennemi M23 et rwandais dans le nord Kivu, même si elle est très mal équipée, manque de ravitaillement et a subi elle aussi de lourdes pertes. Toujours à l'échelle internationale, les fonctionnaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, issus des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont reçu leur lettre de fin de contrat. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso n'étant plus
membre de l'organisation sous-régionale depuis le 29 janvier 2025. Les modalités de sortie doivent encore être négociées. C'est le cas des fonctionnaires ressortissants de l'AES et travaillant pour la CEDEAO qui est déjà tranché d'ailleurs, ce qui met fin à leur contrat dans 8 mois, soit le 30 septembre prochain. Les lettres de fin de contrat ont déjà été envoyées. Selon les informations fournies par la CEDEAO, 135 Maliens, Nigériens et Burkinabés sont concernés. Tous bénéficieront de l'équivalent de 3 mois d'indemnité de salaire, auxquels s'ajouteront 1 mois par année d'ancienneté avec un plafond de 12 mois. Les dispositions n'ont pas fait l'objet de négociations puisqu'elles correspondent aux dispositions contenues dans les tests réglementaires de la CEDEAO et dans les contrats eux-mêmes. Ni le Mali, ni le Niger, ni le Burkina Faso n'ont communiqué officiellement sur ces fins de contrat pour le moment. La CEDEAO a mis en place un comité chargé de négocier avec les 3 pays. Les 3 pays composant l'AES des modalités de sortie qui concernent notamment la liberté de circulation des personnes et des marchandises, les conditions d'installation et de création d'entreprises, mais aussi les programmes économiques, d'infrastructures et de développement menés ou financés par la CEDEAO au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Les 3 pays se disent également prêts à négocier en privilégiant une approche globale. Voilà, chers internautes, qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur ESAE TV.